7 décembre 1941. Pearl Harbor s'enflamme. L'Amérique entre en guerre, mais à plus de 3000 km de là, à Kunming, en Chine. Un événement impossible se produit. Une centaine de pilotes américains, des volontaires arrivés des mois avant Pearl Harbor, accomplissent ce que toute l'armée de l'air chinoise n'a pas réussi à faire en 4 ans. Ils stoppent net l'offensive de l'armée de l'air japonaise. Ces hommes ne sont même pas censés être là. Ce sont des mercenaires, des aventuriers qui pilotent des P-40 Warhawks obsolètes que le corps d'aviation de l'armée américaine considérait comme trop lents et dépassés pour le service de première ligne. Les pilotes japonais qui les affrontent pilotent des Mitsubishi Zeros modernes, plus rapides, plus maniables, avec de meilleures vitesses ascensionnelles. Sur le papier, les Américains devraient être morts dans la semaine. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit dans le ciel chinois. Ces volontaires américains abattent des avions japonais à un rythme que les historiens militaires n'arrivent toujours pas à expliquer pleinement. 14 avions japonais détruits pour chaque tigre volant perdu. Un taux d'abattage qui rendrait jaloux même les pilotes de chasse modernes. Et puis, le Japon fait quelque chose de sans précédent dans l'histoire de la guerre aérienne. Ils offrent une prime, pas n'importe quelle prime, 50 000 $ américains pour tout pilote capable de tuer un tigre volant. Avec l'argent de 1941, cela représente 20 fois ce qu'un pilote gagne en un an, en monnaie actuelle. On parle d'1 million de dollars par tête. Pensez-y un instant, le Japon, une nation qui s'enorgueillissait de la supériorité de ses pilotes, du vent divin de son esprit kamikaze, de l'invincibilité de ses chasseurs zéro, était tellement désespéré d'arrêter une centaine de volontaires américains qu'il a mis un prix sur leur tête qui ferait d'eux des millionnaires instantanés. Mais voici où cette histoire prend une tournure encore plus incroyable. Bien qu'ils volent contre toute attente, bien qu'ils soient parfois en infériorité numérique de 30 contre 1, malgré l'énorme prime qui leur assurerait une vie de confort, pas un seul pilote des tigres volants n'a fait défection. Personne n'a pris l'argent, personne n'a changé de camp. Ce qui s'est passé dans le ciel de Chine et de Birmanie entre décembre 1941 et juillet 1942 allait devenir le record de combat aérien le plus réussi de l'histoire de l'aviation. Mais la véritable histoire, celle que les livres d'histoire ne racontent pas, c'est comment ces hommes sont devenus si psychologiquement terrifiants pour les Japonais que Tokyo préférait payer une fortune pour les éliminer plutôt que de les affronter au combat. Charles Bon avait 23 ans lorsqu'il s'est engagé dans l'American Volunteer Group, ce que le monde allait connaître sous le nom de Tigres volants. Il pilotait des lignes de courrier au Texas lorsqu'un recruteur mystérieux l'a approché avec une offre, 3 fois son salaire actuel, pour piloter des chasseurs en Chine. Le recruteur n'a pas mentionné qu'il volerait contre les Japonais. C'était en avril 1941. L'Amérique était encore en paix. Bon est arrivé à Rangoon, en Birmanie, en septembre 1941, avec 99 autres pilotes américains. Ils avaient démissionné de leur commission de l'armée de terre, de la marine et des Marines. Techniquement, ils étaient maintenant des civils. Techniquement, ils n'étaient que des instructeurs engagés pour former des pilotes chinois. Mais tout le monde savait pourquoi ils étaient réellement là. Leur commandant était Claire Lee Chennault, un génie tactique, qui avait été forcé de prendre sa retraite du corps d'aviation de l'armée américaine parce que ses idées sur le combat de chasse étaient considérées comme trop radicales. Chennault pensait que des pilotes correctement entraînés dans des avions inférieurs pouvaient vaincre des avions supérieurs grâce à la tactique et au travail d'équipe. Les gradés de l'armée se sont moqués de lui. Ils allaient bientôt arrêter de rire. La première chose que Chennault a faite a été d'étudier le zéro. Pas à partir de rapports de renseignement ou de manuels techniques. Ceux-ci n'existaient pas encore. Il les a étudiés en les regardant massacrer des pilotes chinois. Pendant 3 ans, il avait observé chaque tactique japonaise,
chaque force, chaque faiblesse. Et il a trouvé quelque chose de remarquable. Le Zéro était effectivement plus rapide et plus maniable que le P-40, mais il atteignait cette supériorité grâce à un compromis crucial, le blindage. Le Zéro n'avait presque pas de blindage, pas de réservoir de carburant auto-obturant. Il était construit pour l'offensive, pas pour la défense. Une bonne rafale des 6 mitrailleuses de calibre 50 du P-40 et un Zéro explosait comme s'il était fait de papier. Mais il fallait le toucher en premier. Et pour le toucher, il fallait complètement réinventer le combat aérien. Chénault a jeté le règlement aux oubliettes, oublié les combats tournoyants, oublié le combat en 1 contre 1, oublié tout ce que les académies militaires enseignaient. Au lieu de cela, il a créé quelque chose de révolutionnaire, les tactiques de piqué et de ressources. Les tigres volants attaqueraient d'en haut à vitesse maximale, tireraient une rafale dévastatrice, puis utiliseraient leur vitesse de piqué supérieure pour s'échapper avant que les Zéros ne puissent réagir. Ne jamais virer avec un Zéro, ne jamais essayer d'en grimper un, attaque et fuite, frappe et disparaît. Plus important encore, Chénault insistait sur quelque chose qui allait à l'encontre de l'instinct de tout pilote de chasse. Le travail d'équipe avant la gloire. Les tigres volants ne volaient jamais seuls. Ils attaquaient par impair, un pilote tirant pendant que son ailier protégeait sa queue. Si un pilote brisait la formation pour courir après la gloire personnelle, Chénault le clouait au sol. Dans certains cas, il les renvoyait chez eux. Robert Neal menait une patrouille le 23 décembre 1941 lorsqu'ils ont repéré une formation de bombardiers japonais se dirigeant vers Kunming. 10 bombardiers Mitsubishi Ki-21 escortés par 20 Zéros. Les tigres volants avaient 15 P-40 en l'air. Selon la sagesse militaire inconventionnelle, ils auraient dû éviter l'engagement. Les Zéros à eux seuls étaient plus nombreux qu'eux. Mais Neal se souvenait de l'entraînement de Chénault. L'altitude, c'est la vie. La vitesse, c'est tout. Il a emmené son escadron jusqu'à 4500 mètres d'altitude, puis a basculé en piqué à 70 degrés. Les P-40 ont dégringolé à plus de 640 km/h, plus vite que les Zéros ne pouvaient réagir. La première passe a été dévastatrice. 3 bombardiers ont explosé instantanément. 4 Zéros sont partis en vrille en flammes avant même que leurs pilotes ne sachent qu'ils étaient attaqués. Les tigres volants ont utilisé leur vitesse de piqué pour remonter rapidement à l'altitude, puis ont piqué à nouveau, et encore, et encore. En 12 minutes, c'était terminé. 6 bombardiers et 4 Zéros détruits. Pas un seul tigre volant n'a été même endommagé. La formation japonaise a fui vers sa base dans un désordre complet. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite. Qui a véritablement terrifié les Japonais. Les équipages de bombardiers survivants ont rapporté quelque chose qui semblait impossible. Les avions américains avaient des gueules de requins peintes sur leur nez, d'énormes bouches béantes avec des rangées de dents acérées. Dans la fraction de seconde précédant l'attaque, les pilotes japonais ont vu ces visages démoniaques foncer sur eux à des vitesses impossibles. C'était la guerre psychologique à son niveau le plus primitif et le plus efficace. En quelques jours, les pilotes japonais rapportèrent des cauchemars à propos des avions à gueule de requin. Certains refusaient de voler en mission dans les zones où les tigres volants étaient connus pour opérer. L'armée japonaise, qui s'enorgueillissait de l'intrépidité de ses guerriers, avait un problème de morale, et il était causé par seulement une centaine de volontaires américains. La réponse de Tokyo a été rapide et sans précédent. Le 15 janvier 1942, Radio Tokyo a annoncé une prime, 50 $, américains, 50 000 $, pour quiconque tuerait ou capturerait un pilote des tigres volants. Pour mettre cela en perspective, le pilote américain moyen gagnait environ 2 400 $ par an en 1941. La prime représentait littéralement 20 ans de salaire pour éliminer un seul pilote ennemi.
L'annonce fut diffusée en anglais, clairement destinée à être entendue par les tigres volants. C'était à la fois un compliment et une arme psychologique. Le Japon disait « Nous vous craignons tellement que nous vous enrichirons si vous cessez de voler contre nous », mais quelque chose de remarquable se produisit. Non seulement aucun pilote des tigres volants ne fit défection, mais la prime les incita en fait à se battre plus forte. Gregory Papy Boyington, qui deviendrait plus tard l'un des pilotes de marine les plus décorés de l'histoire, buvait dans un bar à Kunming lorsqu'il entendit parler de la prime. Sa réponse: « Eh bien les gars, on dirait qu'on vient de prendre de la valeur, faisons-les payer encore plus. » Le lendemain, Boyington abattit 2-0 et en endommagea un troisième. David Lee Tex Hill était un autre tigre volant qui prit la prime personnellement. Pilote de bombardier en piqué de la marine avant de rejoindre l'AVG. Hill avait la réputation d'être absolument intrépide. Lorsqu'il entendit parler du prix de 50 000 $ sur sa tête, il peignit un message sur le côté de son P-40. « Venez le chercher ». Le 23 janvier 1942, Hill faisait partie d'une patrouille de 3 avions, lorsqu'ils repérèrent une formation de 30 appareils japonais. 10 bombardiers et 20 chasseurs. 3 contre 30. Tout pilote rationnel aurait appelé des renforts par radio et suivi la formation. Hill attaqua, utilisant les tactiques de piqué de chéneau. Les 3 tigres volants se jetèrent sur la formation japonaise comme des loups au milieu des moutons. Hill abattit personnellement 3 avions en 4 minutes. Ses ailiers en abattirent 2 autres. La formation japonaise se dispersa dans un chaos total, larguant ses bombes au-dessus de la jungle vide et fuyant vers la Thaïlande. Lorsque Hill atterrit, son chef mécanicien compta 47 impacts de balles dans son P-40. Hill n'avait même pas remarqué qu'il avait été touché, mais l'impact psychologique alla plus loin que le simple succès au combat. Les tigres volants faisaient quelque chose qui brisait la culture militaire japonaise dans ses fondements. Dans le code militaire japonais du Bushido, la reddition était le déshonneur ultime. La mort était préférable à la capture. Les pilotes japonais n'emportaient pas de parachute au début de la guerre, car s'éjecter était considéré comme lâche. Pourtant, voici des mercenaires américains, des hommes qui se battaient uniquement pour l'argent, pas pour l'empereur ou le pays, qui refusaient d'être achetés, même lorsqu'on leur offrait une richesse qui changerait leur vie. Les dirigeants militaires japonais ne pouvaient pas le comprendre. Si ces Américains n'étaient que des mercenaires, pourquoi ne pouvaient-ils pas être achetés? S'ils se battaient pour de l'argent, pourquoi ne prendraient-ils pas plus d'argent pour arrêter? La réponse révéla quelque chose sur la psychologie américaine que les Japonais avaient fondamentalement mal compris. Oui, les tigres volants étaient payés, mais ils ne se battaient pas pour de l'argent. Ils se battaient pour quelque chose que le code militaire japonais ne pouvait pas comprendre, le choix individuel. Chaque tigre volant s'était porté volontaire. Ils avaient choisi d'être là. Ils avaient choisi de démissionner de leur commission, de voyager à l'autre bout du monde et de se battre dans des avions obsolètes contre des forces écrasantes. Personne ne leur avait ordonné de le faire. Aucun empereur ne commandait leur loyauté. Ils étaient là parce qu'ils voulaient être là. Robert Smith, un tigre volant de l'Oklahoma, l'expliqua des années plus tard. L'argent était bien sûr, mais nous étions là pour prouver quelque chose. Nous étions là pour montrer que les pilotes américains, si on leur en donnait la chance, étaient les meilleurs au monde. On ne peut pas acheter ça. On ne peut pas mettre un prix sur ce genre de fierté. La prime eut une autre conséquence involontaire. Elle fit des tigres volants des célébrités. Des correspondants de guerre du monde entier affluèrent à Kunming pour écrire sur les pilotes américains avec des prix sur leur tête. Le magazine Time les mit en couverture. Hollywood commença à planifier des films avant même la fin de la guerre. Les tigres volants devinrent les premiers héros américains de la Seconde Guerre mondiale, même si, techniquement,
il ne faisait même pas partie de l'armée américaine. Cette renommée se traduisit directement par des avantages tactiques. Des civils chinois, inspirés par le succès des tigres volants, créèrent un réseau d'alerte précoce qui s'étendait sur des centaines de kilomètres. Chaque fois que des avions japonais décollaient, des observateurs chinois les signalaient par radio, donnant aux tigres volants parfois 1 heure de préavis des attaques imminentes. Les Japonais ne pouvaient pas bouger sans que les tigres ne le sachent. Eric Schilling fut dépêché le 6 février 1942 avec l'information qu'une importante formation japonaise se dirigeait vers Kunming. Plus de 50 appareils, Schilling avait exactement 6 P-40 disponibles. La décision intelligente aurait été d'évacuer la base et de préserver les avions. Au lieu de cela, Schilling se souvint de quelque chose que Shenno leur avait enseigné. L'esprit militaire japonais ne peut pas accepter l'illogique. Utilisez cela contre eux. Schilling prit ses 6 P-40 et vola directement vers la formation japonaise. Pas en plongeant d'en haut, pas en utilisant des tactiques de frappe et de fuite, mais en volant droit sur 50 avions ennemis. Comme s'il avait 50 avions derrière lui. Le chef de la formation japonaise était tellement convaincu qu'il devait s'agir d'un piège. Personne n'attaquerait 50 avions avec 6, à moins d'avoir des renforts cachés, qu'il ordonna à toute sa formation de faire demi-tour. 50 avions fuirent devant 6 P-40, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Lorsque la nouvelle parvint à Tokyo, les dirigeants militaires augmentèrent la prime à $100 000. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Les dégâts psychologiques étaient les faits. Des pilotes japonais refusaient des missions. Certains développaient des maladies mystérieuses qui les empêchèrent de voler, chaque fois que des tigres volants étaient signalés dans leur secteur. La puissante force aérienne japonaise, qui terrorisait la Chine depuis 4 ans, était psychologiquement détruite par une centaine de volontaires américains. Mais le véritable génie des tigres volants allait au-delà des simples tactiques ou de la guerre psychologique. Il prouvait quelque chose dont les stratèges militaires débattaient depuis des années. La technologie seule ne gagne pas les guerres. L'élément humain, l'entraînement, les tactiques, le moral et surtout, la raison pour laquelle quelqu'un se bat compte plus que d'avoir le meilleur équipement. Le P-40 Warhawk était inférieur au 0 dans presque tous les domaines mesurables. Il était plus lent, moins manœuvrable, avait un plafond plus bas et un taux de montée plus faible, mais entre les mains de pilotes qui comprenaient ses forces et les faiblesses de leur ennemi, il devint un tueur de 0. En mars 1942, le taux d'abattage devenait embarrassant pour le Japon. Les archives officielles japonaises, découvertes après la guerre, montraient qu'il perdait 14 avions pour chaque tigre volant abattu. Certains tigres volants avaient des taux d'abattage personnel de 20 contre 1, ou mieux. Charles Holder, un ancien pilote de marine de Los Angeles, eut une série de succès en mars, où il abattit 11 avions japonais en 10 jours sans se faire toucher une seule fois. Lorsqu'un journaliste lui demanda comment il avait fait, Holder répondit « Shenno nous a appris à nous battre intelligemment, et pas équitablement. Les Japonais s'attendaient à ce que nous combattions avec honneur. Nous combattions pour gagner. » Cette attitude, pragmatique, axée sur les résultats, et totalement dépourvue de courtoisie militaire traditionnelle, rendait la hiérarchie japonaise complètement folle. Dans leur monde, la guerre avait des règles, des codes, une façon correcte de faire les choses. Les tigres volants ignoraient tout cela. Quand les pilotes japonais agitaient leurs ailes en signe de salut traditionnel avant le combat, les tigres volants profitaient de ce moment de cérémonie pour les abattre. Quand les formations japonaises maintenaient une discipline militaire parfaite, les tigres attaquaient sous des angles inattendus. Quand les pilotes japonais cherchaient la gloire individuelle, les tigres se jetaient sur eux à 3 contre 1. Ce n'était pas honorable, ce n'était pas sportif.
C'était terriblement efficace. L'aspect peut-être le plus destructeur psychologiquement était l'utilisation par les tigres d'opérations psychologiques allant au-delà des simples gueules de requin. Ils laissaient délibérément des pilotes japonais vivants mais endommagés, les forçant à rentrer en boitant et à rapporter leur défaite. Ils mitraillaient les avions au sol, mais en laissaient juste assez en état de marche pour que les Japonais voient ce qu'ils avaient perdu. Ils s'amusaient parfois avec les formations japonaises, faisant de fausses attaques pour les forcer à larguer leurs bombes au-dessus de la jungle vide. Robert Sandel, à la tête d'une patrouille le 10 avril 1942, rencontra un avion de reconnaissance japonais isolé. Au lieu de simplement l'abattre, Sandel fit encercler l'avion par son escadrille, volant en formation parfaite avec le pilote japonais terrifié pendant près de 20 minutes. Ils se rapprochaient, le saluaient de la main, pointèrent leurs armes sur lui, puis reculaient. Le pilote japonais était tellement choqué psychologiquement que, lorsqu'il a finalement atterri, il a dû être sorti de son avion. Le pilote n'a jamais plus volé. Son récit de l'incident s'est répandu comme une traînée de poudre dans les forces aériennes japonaises en Birmanie. Les Américains ne se contentaient pas de les vaincre. Ils se jouaient d'eux. En mai 1942, la situation était devenue critique pour le Japon. Ils étaient en train de perdre la guerre aérienne en Chine, et pire encore, ils la perdaient face à une force de mercenaires numériquement inférieure. Les dommages causés au prestige militaire japonais devenaient catastrophiques. Il fallait faire quelque chose. Le haut commandement japonais prit une décision qui aurait été impensable 6 mois plus tôt. Il commença à retirer ses meilleurs pilotes et avions du théâtre chinois. Il ne pouvait pas se permettre de continuer à perdre des pilotes expérimentés face aux tigres volants. Ces pilotes étaient nécessaires pour la guerre qui s'étendait dans le Pacifique. Mais cela créa un cercle vicieux. Avec le départ de leurs meilleurs pilotes, les pertes japonaises face aux tigres volants empirèrent encore. Des pilotes japonais inexpérimentés, volant contre les tigres désormais aguerris au combat, se faisaient massacrer. Le taux d'abattage grimpa à 16 contre 1, puis à 18 contre 1. Jean-Pierre Dubois menait un vol de 4 P-40 le 4 mai 1942, lorsqu'ils rencontrèrent une formation de 27 avions japonais. Le bon sens aurait misé sur les Japonais. 27 contre 4 aurait dû être un massacre. 15 minutes plus tard, 8 avions japonais étaient des épaves en flammes sur le sol de la jungle. Les 19 autres fuyaient dans un désordre total. Pas un seul P-40 n'avait été sérieusement endommagé. Lorsque la nouvelle de cette bataille parvint à Tokyo, des cours martiales furent exigées. Comment 27 avions pouvaient-ils ne pas réussir à vaincre 4 avions? Les pilotes japonais survivants furent interrogés pendant des heures. Leur histoire était cohérente mais incrédible. Les pilotes américains volaient comme s'ils étaient invincibles. Ils attaquaient sans hésitation, sans peur, comme s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être abattus. La vérité était plus simple, mais encore plus destructrice pour le moral japonais. Les tigres volants étaient devenus tellement confiants dans leur tactique et leur avantage psychologique qu'ils croyaient réellement qu'ils étaient invincibles. Et en temps de guerre, le camp qui croit qu'il va gagner, gagne généralement. Mais le véritable coup de maître psychologique eut lieu en juin 1942. Les tigres volants devaient être dissous et absorbés par les forces aériennes de l'armée américaine. Chennault avait une dernière opération en tête, quelque chose qui cimenterait à jamais la victoire psychologique des tigres. Il laissa délibérément fuiter de fausses informations selon lesquelles les tigres volants étaient renforcés par 300 pilotes supplémentaires. Des transmissions radio furent envoyées dans des codes que les Japonais étaient connus pour avoir déchiffrés. De fausses cérémonies d'arrivée furent organisées sur les aérodromes. Les journaux chinois publièrent des articles sur le renfort américain massif. Les Japonais mordirent à l'hameçon complètement. Ils retirèrent encore plus d'avions et de pilotes de Chine pour faire face à cette menace imaginaire ailleurs.
En réalité, les Tigres volants étaient réduits à moins de 50 pilotes opérationnels et 30 avions. Le 4 juillet 1942, le groupe de volontaires américains fut officiellement dissous. En 7 mois de combat, ils avaient détruit 296 avions japonais confirmés et 153 autres probablement détruits. Ils n'avaient perdu que 14 pilotes au combat. Mais les chiffres ne disent pas toutes. Les Tigres volants avaient fait quelque chose que toute la puissance militaire de la Chine n'avait pas pu faire en 4 ans de guerre. Ils avaient brisé psychologiquement les forces aériennes japonaises. Ils avaient prouvé que les Japonais n'étaient pas invincibles, que leurs avions n'étaient pas supérieurs, que leurs pilotes n'étaient pas les meilleurs du monde. Plus important encore, ils l'avaient fait en tant que volontaires, en tant qu'individus qui avaient choisi de se battre, non pas parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, mais parce qu'ils le voulaient. C'était incompréhensible pour la mentalité militaire japonaise et a finalement contribué à leur incompréhension fondamentale de la détermination américaine dans la guerre plus large. La prime sur les Tigres volants n'a jamais été collectée. Non pas parce que des pilotes n'ont pas été abattus, 14 ont été tués au combat, mais parce que les Japonais n'ont jamais pu les capturer vivants. Les Tigres volants avaient conclu un pacte. Personne ne serait fait prisonnier. Ils se battraient jusqu'à la dernière balle et garderaient la dernière pour eux-mêmes si nécessaire. Mais on n'en est jamais arrivé là. La victoire psychologique était si complète que, même lorsque des Tigres volants étaient abattus au-dessus d'un territoire occupé par les Japonais, des civils chinois locaux risquaient leur vie pour les secourir. Les Tigres étaient devenus plus que de simples pilotes. Ils étaient devenus des symboles de la résistance. Le général Hideki Tojo lui-même admettra plus tard que les Tigres volants avaient valu plus qu'une division de troupes régulières. Non pas à cause des avions qu'ils avaient abattus, mais à cause de ce qu'ils avaient fait au moral japonais. Ils ont prouvé que le Japon pouvait être battu, et ils l'ont prouvé alors que le Japon semblait irrésistible. La prime de 50 000 $, cette tentative désespérée d'acheter la victoire alors que la force militaire avait échoué, devint un symbole de la frustration et de la peur japonaise. C'est le moment où l'Empire du Japon admit que 100 volontaires américains à bord d'avions obsolètes valaient plus que ce que l'argent pouvait acheter. Des années après la guerre, un ancien as japonais nommé Saburo Sakai fut interrogé sur les Tigres volants. Sa réponse fut révélatrice. Nous ne pouvions pas les comprendre. Ils se battaient comme des mercenaires, mais mouraient comme des samouraïs. Ils n'avaient ni empereur, ni patrie à défendre. Et pourtant, ils ne voulaient pas se rendre. On leur offrait des fortunes. Qu'ils refusaient, quel genre d'homme était-ce donc? Quel Dieu servait-il? Nous n'avons jamais trouvé la réponse. Et c'est cela, plus que leur tactique, plus que leur victoire, qui nous terrifiait. L'histoire ne s'arrête pas là. L'impact psychologique des Tigres volants s'est étendu bien au-delà de leurs 7 mois de combat. Lorsque le corps d'aviation de l'armée américaine a repris les opérations en Chine, ils ont constaté que les pilotes japonais avaient développé une peur presque superstitieuse des P-40 Warhawks, arborant des gueules de requin. Même peinte sur différents types d'appareils, la gueule de requin suffisait à faire hésiter les formations japonaises, voire à les faire fuir sans engager le combat. Le système de primes mis en place par le Japon s'est retourné contre lui de manière spectaculaire. En mettant un prix aussi élevé sur la tête des pilotes américains, ils avaient involontairement créé des légendes. Chaque Tigre volant savait qu'il valait 50 000 $ morts aux yeux de l'ennemi. Au lieu de les démoraliser, cela devint une source de fierté. Ils la portaient comme un insigne d'honneur. Antoine Dubois, qui allait plus tard fonder Flying Tiger Airlines, conserva une copie de l'avis de prime japonais dans sa veste de vol pendant le reste de la guerre. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait « Ce bout de papier valait plus que n'importe quelle médaille. C'était l'ennemi qui admettait que nous l'avions tellement battu qu'il ne pouvait plus nous affronter loyalement. »
Les leçons tactiques tirées des tigres volants ont révolutionné la doctrine américaine du combat aérien. Les tactiques de piqué et de ressources mises au point par Chennault sont devenues l'entraînement standard pour les pilotes américains dans tout le Pacifique. L'importance accordée au travail d'équipe plutôt qu'à la gloire individuelle s'est ancrée dans la doctrine américaine des chasseurs. Les techniques de guerre psychologiques, des gueules de requin aux tactiques de terreur délibérées, ont été perfectionnées et employées tout au long de la guerre. Mais l'impact le plus durable a peut-être été celui sur la psyché militaire japonaise. Les tigres volants avaient brisé le mythe de l'invincibilité japonaise à un moment crucial. Ils ont prouvé que les pilotes occidentaux, même aux commandes d'appareils inférieurs, pouvaient non seulement égaler, mais aussi dominer les aviateurs japonais. Cette révélation s'est répandue dans tout le Pacifique, encourageant les pilotes alliés et démoralisant les Japonais. Un document japonais capturé à la fin de 1942 révélait que les écoles de formation de pilotes utilisaient les tigres volants comme une étude de cas sur ce qu'ils appelaient l'imprévisibilité américaine. Le document avertissait que les Américains ne suivaient pas de schéma militaire logique, qu'ils attaqueraient en infériorité numérique, reculeraient en cas de victoire et feraient toujours l'inattendu. Cette peur de l'imprévisibilité américaine, née d'une centaine de volontaires en Chine, allait hanter la planification militaire japonaise pendant le reste de la guerre. L'aspect financier de la prime a également révélé quelque chose de capital sur la différence entre les cultures militaires américaines et japonaises. Pour les Japonais, l'idée que des soldats se battent pour de l'argent était déshonorante. Ils supposaient que les mercenaires pouvaient être achetés parce qu'ils n'avaient pas de loyauté supérieure. Mais les tigres volants ont prouvé que les volontaires américains, même lorsqu'ils étaient techniquement des mercenaires, se battaient pour quelque chose qui allait au-delà de l'argent ou des ordres. Ils se battaient pour le défi, pour leurs camarades, et pour le simple fait qu'ils avaient choisi d'être là. Cet aspect volontaire terrifiait les commandants japonais plus que toute innovation tactique. Comment vaincre un ennemi qui se bat, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut? Comment briser le moral d'hommes qui considèrent une prime de 50 000 $ sur leur tête comme une plaisanterie? La réponse était « vous ne pouviez pas ». Et le Japon a tiré cette leçon d'une centaine de volontaires américains à bord d'appareils obsolètes au-dessus du ciel de la Chine. Les tigres volants n'ont pas seulement gagné des batailles, ils ont gagné une guerre psychologique qui a contribué à la défaite finale du Japon. En fin de compte, la prime de 50 000 $ reste l'un des échecs militaires les plus spectaculaires de l'histoire. Non seulement elle n'a pas réussi à éliminer un seul tigre volant par défection ou trahison, mais elle les a élevés du statut de pilote mercenaire à celui de guerrier légendaire. Elle a transformé un petit groupe de volontaires en symbole de la détermination et de l'ingéniosité américaine. Le dernier tigre volant survivant, Paul Leclerc, est décédé en 2020 à l'âge de 99 ans. Jusqu'à ses derniers jours, il a conservé une copie encadrée de l'avis de prime japonais sur son mur. Lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet peu avant sa mort, il a souri et a dit « 50 000 $, c'est ce qu'il pensait que nous valions, mais il n'avait pas les moyens de nous payer. Certaines choses, voyez-vous, ne peuvent tout simplement pas être achetées. » Les tigres volants ont prouvé qu'à la guerre, l'esprit humain compte plus que la technologie, que les volontaires peuvent surpasser les conscrits et que la domination psychologique peut valoir plus que la supériorité numérique. Ils l'ont prouvé en 7 mois au-dessus de la Chine, avec un prix sur leur tête et tous les atouts contre eux, et pas un seul d'entre eux n'a pris l'argent. Aujourd'hui, lorsque les historiens militaires étudient la guerre asymétrique et les opérations psychologiques, ils font toujours référence aux tigres volants. Comment une centaine de volontaires à bord d'appareils obsolètes ont-ils forcé un empire à mettre des primes sur leur tête? Comment ont-ils atteint des taux d'abattage que les pilotes de chasse modernes équipés de technologies de pointe ont du mal à égaler? Comment ont-ils brisé la volonté d'un ennemi qui se targuait d'un esprit guerrier?
La réponse ne réside pas dans les spécifications du P-40 Warhawk, ni même dans les tactiques révolutionnaires de Chennault. Elle réside dans le triomphe psychologique d'hommes libres, choisissant de lutter contre la tyrannie, prouvant que l'esprit humain, lorsqu'il est correctement motivé et dirigé, peut surmonter n'importe quel désavantage technologique. La prime japonaise sur les tigres volants n'était pas seulement une note de bas de page militaire. C'était le moment où un empire a admis que l'argent ne pouvait pas acheter ce que les Américains donnaient gratuitement: le courage, la détermination et la volonté de vaincre contre toute attente. 50 000 $. En 1941, c'était une fortune. En 2024, cela représenterait plus d'1 million de dollars. Mais pour les tigres volants, ce n'était pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant, parce qu'ils ne se battaient pas pour de l'argent. Ils se battaient pour prouver que des hommes libres, des volontaires qui choisissaient leur propre bataille, pouvaient vaincre n'importe quel ennemi, aussi puissant soit-il. Et ils l'ont fait. Un P-40 à gueule de requin à la fois. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette histoire de courage et de détermination américaine inspirante, veuillez envisager d'utiliser le bouton Super Thanks sous cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à mettre en lumière ces histoires inédites de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'étaient pas que des pilotes, c'étaient des volontaires qui ont changé le cours de l'histoire. Et si vous avez un membre de votre famille qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans le théâtre du Pacifique, veuillez partager son histoire dans les commentaires. Ces héros méritent qu'on se souvienne d'eux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires incroyables, d'innovation et de courage américain pendant la Seconde Guerre mondiale. La semaine prochaine, nous allons explorer comment les équipages de chars américains ont découvert une modification qui faisait reculer les Tigers allemands, sans même tirer un seul coup de feu. Vous ne voudrez absolument pas manquer ça. C'est une histoire hallucinante qui montre l'ingéniosité et la capacité d'adaptation des soldats américains face à une technologie supérieure. Imaginez la scène, un char Sherman face à un Tiger, le summum de la puissance allemande. Et pourtant, une simple modification, une astuce presque insignifiante, suffisait à semer la panique et à faire fuir le monstre d'acier. Comment est-ce possible? Quel secret se cache derrière cette anecdote incroyable? Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le fin mot de l'histoire. Vous allez être époustouflés.